Bienvenue dans le podcast Coquillage, or et argent, le média qui t'invite à briser tes plafonds de verre financiers et mentaux pour atteindre tes objectifs de vie en toute sérénité. Ici, tu embarques pour une odyssée où la richesse se révèle bien au-delà des pièces et des billets. Au fil des épisodes, nous plongerons dans l'intimité de notre relation avec l'argent. Nous décortiquerons les limites que l'on s'impose à soi-même. Mais surtout, nous mettrons en lumière l'importance de prendre soin de ses finances au quotidien, car l'argent, sujet encore trop tabou dans nos sociétés, a une influence parfois délicate sur notre mindset, notre bien-être et nos projets de vie. Alors, que tu sois en voiture, dans les transports, au bureau, à la plage, chez toi ou même dans les bois, ce podcast est ton refuge sonore. Et chaque semaine, il t'enrichira grâce à un nouvel épisode, solo ou avec invité, de quoi t'ouvrir les portes de la richesse et de l'abondance. Bienvenue à bord d'un nouvel épisode du podcast Coquillage, or et argent. Je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Je suis surtout ravie de reprendre le micro après une courte pause santé, qui plus est en bonne compagnie. Aujourd'hui, nous irons du côté de Madagascar, un pays si riche en paysages, en biodiversité et en pierres précieuses, of course, et qui pourtant figure encore aujourd'hui comme l'un des pays les plus pauvres financièrement dans ce monde. C'est avec Élise qu'on a avec nous aujourd'hui que nous parlerons du rapport à l'argent, mais surtout à la richesse dans un pays comme Madagascar. Elle nous parlera aussi de ses activités et de ses défis, entre son rôle de maman, entre sa transition de salariat à consultante indépendante, son side business à côté, ses investissements, ses activités Airbnb. Bon, bref, je vais arrêter de faire du teasing et je vais la laisser se présenter de la manière qui lui convient le mieux, mais je vais tout de même lui poser une question. Bonjour Élise. Hello Éléonore, je suis trop contente de me retrouver sur ton podcast. Merci pour l'invitation. Merci à toi, ça me fait super plaisir de t'avoir. On s'est rencontrés dans des milieux de blogging, notamment toi, tu as un blog qui s'appelle optimismecool.com et en lisant l'article justement que tu avais écrit qui s'appelait Comment être riche dans un pays pauvre, moi ça m'a beaucoup intriguée et je me suis dit que j'avais des questions à te poser et notamment celle-là. Tu écris dans un monde où l'équilibre économique est un luxe que beaucoup ne peuvent se permettre, trouver la richesse dans la simplicité devient un acte de résilience et de créativité. J'étais là, waouh! Et j'ai besoin que tu m'expliques cela. Alors pour te mettre un peu le contexte, c'est vrai que moi j'ai la chance d'être vraiment biculturelle. C'est-à-dire que j'ai vécu une quinzaine d'années en France, donc avec une activité en tant que salariée dans un grand groupe. J'ai pu, en plus je vivais à Nice, donc sur la Côte d'Azur, donc avec tout le package qui va avec, les paillettes, la mer, la montagne, etc. Et donc il y a une dizaine d'années, je suis revenue ici à Madagascar, qui est mon pays de naissance, hein, où j'ai vécu jusqu'à mes 18 ans. Et il a fallu me réadapter du coup à cette culture, à ce nouveau mode de vie. Et ça a été un peu le choc des cultures, hein, même si c'est mon pays. Le fait de passer 15 ans en France et de revenir ici, c'était un choc des cultures, mais c'est surtout une prise de conscience que le monde occidental, avec, on va dire, ses KPI sur la finance, la qualité de vie, etc., c'est pas forcément celui qui est utilisé dans des pays comme Madagascar. Et je dirais, j'ai réappris les valeurs, le mode de vie à la malgache et notamment la philosophie Mouramour. Et ça a été une vraie claque en fait.
une leçon, de se dire que finalement, ben, en fait, il y a des gens qui ont très peu, mais qui sont tellement généreux, qui savent être heureux et qui savent se suffire en fait de ce qu'ils ont, que du coup c'est un apprentissage pour moi et un équilibre à retrouver entre ben, bien sûr ben, les avantages de la vie à l'occidental, de l'ouverture sur le monde, etc. Et en même temps se nourrir de la philosophie malgache, de la culture et du lifestyle des Malgaches. Donc ça a été un équilibre à retrouver. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé écrire cet article parce que les gens souvent sont un peu interloqués de ben, comment on vit là-bas et les gens qui sont ici se disent mais comment on vit en France. Donc ça a été l'occasion de regrouper par des mots, comme tu dis, dans un article ben, les avantages de finalement trouver un équilibre. Et tu disais tout à l'heure comment revenir vers un chemin de résilience, etc. Je ne sais pas si tu as constaté justement sur ces 3 dernières années, tu as des très grands entrepreneurs bon, qui font des millions de dollars, qui paient très cher des retraites dans des mondes complètement reculés pour se couper en fait de la technologie, de la société, du monde digital pour se retrouver avec eux-mêmes et pour réapprendre la simplicité, réapprendre à ressentir la gratitude pour les choses simples de la vie. Donc moi j'ai envie de dire, n'attendons pas d'être très très riche et de ne plus avoir les pieds sur terre pour apprécier les petites choses de la vie. Et je suis contente, vraiment ravie de pouvoir discuter de ce sujet avec toi aujourd'hui. C'est vrai ce que tu dis et c'est quand même aberrant de se dire que, par exemple, on pourrait tous se déconnecter simplement de notre téléphone, mais on va payer un service, une entreprise, pour nous aider à C'est déconnecter, ça, pour tenir notre téléphone 2 heures, par exemple. exactement. Il y a des applis spécialisées maintenant pour t'aider à gérer ton temps d'écran, pour t'aider à... Voilà quoi. Voilà. On doit réapprendre finalement à vivre de manière Oui, ouais, naturelle. c'est ça. Et puis surtout pour ceux qui sont, par exemple, toi, tu es de Madagascar, moi, je suis de la Guadeloupe, et des fois, on se rend pas compte de ça quand on est sur l'île, de la richesse qu'il y a là, même si on n'est pas au niveau du monde occidental de point de vue matériel. Et c'est vrai que du coup, on se dit, bah, en fait, il y a tout. C'est là, en fait, c'est déjà à côté de nous. Complètement, complètement. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que la prise de conscience, elle arrive aussi parfois par des déclics ou par des événements de vie. C'est par exemple quand on tombe malade et que on n'a plus ses facultés pour bien manger, pour respirer correctement, qu'on se dit ben mince alors en fait c'est d'abord ma première richesse, ma santé. C'est quand on est par exemple en conflit avec nos amis et nos familles qu'on se dit ben zut ben mince alors ça contribue en fait à plus de la moitié de mon bonheur d'avoir des relations saines avec mes proches. Et finalement, c'est ce que je dis, il faut apprendre à éviter d'arriver dans les extrêmes pour prendre conscience de ce qui est important pour nous. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ça, récemment, il y a des études qui ont dit que, ben, des études sur la France d'ailleurs, qui expliquent qu'à partir d'un niveau de 30 000 euros par an, on ne ressent plus le côté l'argent si on augmente cet argent-là, ça n'augmente pas proportionnellement notre satisfaction. C'est vrai. Donc là, c'est pour ça prendre conscience de ce qui est important, de ce qui fait qu'on a une vie riche. Ça nécessite, je disais, des déclics, ça nécessite parfois ben, des petites embûches dans le parcours de vie, des prises de conscience, mais qui sont nécessaires, on dirait, pour réajuster le chemin qu'on aimerait prendre. C'est vrai et tu le dis bien. En tout cas, dans l'article, bon, on va pas tout teaser. Il faut que vous alliez bien évidemment sur le blog pour voir cet article. Mais tu marques vraiment que
être riche en qualité de relation, c'est important, notamment via la famille, les cousinades qui ont toujours existé, et que c'est la famille, c'est synonyme de soutien, de sécurité, et c'est aussi appartenir à une histoire, à une lignée, ce qui est fort, effectivement, en termes de richesse. Enfin, moi, j'ai trouvé que l'article était extraordinaire. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est fou de se dire ça qu'une fois qu'on arrive dans des extrêmes, tu vois, qu'on se rend compte que bah, peut-être qu'il n'y a plus la santé ou qu'il y a moins d'amitié, etc. Et qu'on se dise, ah oui, mais en fait, c'est ça qui était important. C'était pas l'argent que je gagnais pour arriver à ça. Com Mm. complètement, complètement. Mais, du coup, je disais le côté Mhm. biculturel m'a apporté ces 2 angles de Mhm. vue, mais avec le temps, j'ai aussi appris, à faire le tri entre, la culture et l'héritage justement de la famille ou de Mhm. l'histoire et ce qui retient en fait vers quelque chose qui est pas forcément positif pour moi. Euh, Par exemple, dans ma famille, il y a eu des croyances par rapport à l'argent dont j'ai dû me détacher parce que toute ma famille, bon, ils sont issus d'une famille très pauvre. Ma mère fait partie d'une fratrie de 7 frères et sœurs. Et mon grand-père était orphelin et c'était un peu l'homme à tout faire de sa famille de cousins. Donc vraiment dans une vie très très difficile. Il mangeait pas de la viande. Il mangeait de la viande peut-être 2 fois par mois. Enfin vraiment des conditions de vie très très difficiles. Et la valeur de l'éducation, de l'excellence a été très forte. Donc toute la fratrie de ma mère a été invitée à faire de très hautes études. Et donc, ils sont devenus vétérinaires, professeurs, ingénieurs, etc. Parce que, bon, c'est lié aussi à une époque, c'était les métiers qui étaient, on va dire, les plus nobles. Donc, ils ont été poussés dans ça. Et moi, enfin, petite, j'ai été aussi poussée à aller dans cette direction-là. Donc, les études ont été très, très importantes dans le discours parental. Il fallait que j'excelle. En plus, donc on m'a mis dans un lycée français qui était payant, donc il fallait que je donne du résultat. Et finalement, au niveau des croyances, peut-être que j'ai été nourrie, enfin c'est pas peut-être, c'est certainement que il n'y a qu'une seule voie pour arriver à une vie confortable. Ce sont des longues études, ce sont des métiers nobles, et c'est une honnêteté qui est liée à ça. Ça veut dire que les croyances qui étaient autour de ça, c'est que les gens riches, ce sont soit des gens qui ont hérité de famille en famille et qui n'ont pas vraiment érigé ou construit dans leur vie, ou alors ce sont des gens qui sont malhonnêtes, ou alors ce sont des gens qui ont eu de la chance. Il y avait un peu ces croyances-là. Et donc, il a fallu, je dirais, un certain recul, une certaine maturité et surtout une éducation financière dans laquelle je me suis plongée pour comprendre que non, l'argent n'est pas forcément... L'argent, déjà, ce n'est pas mal. Et surtout, c'est quelque chose qui peut être en abondance sans forcément être malhonnête, sans forcément, je dirais, y laisser sa santé. Et ce n'est pas une question de chance. Les gens riches ne sont pas uniquement ceux qui ont gagné au loto. Donc il y a eu tout un cheminement, je dirais, de sortir de cette histoire et de ces croyances familiales pour comprendre finalement qu'est-ce que l'abondance pour moi-même et en tant que maman, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à ma fille. Ma fille qui est aussi du coup biculturelle parce qu'elle est née à Nice et nous vivons maintenant à Madagascar. Et justement, je n'avais pas du tout envie de lui transmettre des peurs par rapport par rapport au fait de manquer d'argent. Et elle, qui a des difficultés d'apprentissage, je savais que ça allait être un peu compliqué pour elle d'avoir un parcours classique à l'école. Donc le fait de m'éduquer financièrement
et je dirais d'avoir un cheminement de développement personnel pour sortir de mes croyances limitantes, ça a été poussé, je dirais, par la volonté d'être le parent qu'il faut pour ma fille. Et donc c'est ça qui m'a motivée parce que je me suis dit aussi, bon, ma fille, si elle fait pas des études classiques, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire? Et donc c'est là où je me suis dit, mais en fait non, quand j'ai lu les différents ouvrages qu'il y avait et quand je voyais que en fait les plus grandes richesses du monde de l'entrepreneuriat n'avaient pas forcément fait d'études, je me suis dit, c'est plutôt la créativité qu'il faut mettre en avant, c'est plutôt sa confiance en elle, son esprit entrepreneurial, développer son leadership, qui sont aujourd'hui dans le monde actuel beaucoup plus importants. Je comprends. Je comprends. C'est super intéressant ce que tu dis, que ce soit au niveau de l'éducation, toi, ta propre éducation financière, l'éducation en règle générale vis-à-vis de ta fille, mais aussi ce côté biculturel, comme tu le dis. Et moi, ça m'interroge beaucoup sur le côté visons l'excellence, mais pas l'argent, parce que c'est souvent ça en fait. Il y a un peu ce côté, ben, l'éducation c'est important, les longues études, comme tu dis, c'est important. En tout cas, ça l'a été pour nos parents et parce que pour eux, c'était comme ça qu'ils pouvaient accéder à une richesse matérielle, à une Exactement, stabilité aussi. Hein, c'est lié à exactement. ça. Mais aujourd'hui, ça ne fait plus tant de sens que ça au vu de toutes les mutations au niveau du monde du travail. Et puis même, c'est pas source d'épanouissement forcément. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais qu'il y a des schémas répétitifs liés à des croyances, à ces croyances en fait dont tu parles, qui sont encore actuelles dans ce que tu vis ou pas du tout? Alors oui, il y a toujours des schémas répétitifs et en fait je dirais, c'est une prise de conscience qu'il faut se donner. C'est une chance qu'il faut se donner et c'est aussi l'ouverture actuelle qu'il y a au monde qui fait qu'on peut faire autrement. Mmh. Je veux dire maintenant, bon il y a tellement de livres sur l'éducation financière, il y a une ouverture sur YouTube, sur comment apprendre, etc. Et donc c'est beaucoup plus facile. Mais il faut se donner cette chance-là. Et c'est-à-dire qu'il faut arriver aussi à une certaine maturité de se détacher du schéma familial. Et ça s'accompagne aussi d'une vraie introspection. Je dirais si, par exemple, donc bon, mes parents ont fait de grandes études, etc. Si moi je fais les mêmes grandes études et que je suis dans un métier qui m'épanouit, il n'y a pas de souci particulier. Si je suis heureuse, si je suis OK, tant mieux. Mais si par contre j'aspire à autre chose et que ce que je veux transmettre à mes enfants est sur un autre modèle, à ce moment-là, il faut que je me donne les moyens de dessiner le nouveau chemin que je veux construire et que je redéfinisse, je dirais, mes valeurs et que du coup je m'informe, que je m'inspire aussi des personnes qui me redonnent de good vibes, qui m'inspirent à avoir adopté une autre philosophie de vie. Donc ça s'accompagne de tout ça. Et c'est vrai que bon, nous on a fait la même formation par rapport au blogging et j'ai lu effectivement le livre d'Olivier Roland. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. C'est en partie un des livres qui m'a aussi ouvert les yeux sur l'entrepreneuriat et sur la vision de la liberté. Donc ça se fait pas, je dirais, du jour au lendemain. C'est aussi un cheminement personnel, mais je pense que les schémas répétitifs sont coupés quand on a une prise de conscience et une introspection qui nous amène à dessiner un chemin qu'on trouve meilleur pour soi-même. Mmh. C'est vrai. Une introspection. Ça peut prendre du temps, ça se fait avec des rencontres. Ouais, Complètement. effectivement. Exactement. Comme tu dis, c'est des rencontres, parfois c'est des embûches hein, sur le chemin de vie. C'est moi pour te partager de manière très authentique. Donc déjà pour ma fille, j'imaginais un avenir
j'imagine un avenir serein, mais comme elle a des difficultés d'apprentissage, donc déjà, de toute façon, je me dis, elle doit faire autrement. Et j'aimerais qu'elle soit assez rapidement indépendante financièrement. Moi, j'ai toujours été dans le salariat hein, pendant 20 ans. Et donc, il y a 2 ans, j'ai été non seulement motivée pour transmettre autre chose à ma fille, et donc je me suis dit, mais si je veux transmettre autre chose à ma fille, il faut que je devienne cette autre chose. Donc il faut que, si je veux montrer à ma fille que, ben, en étant indépendant, en étant consultant, ben, ça ne veut pas forcément dire que y a que du risque et que de la malhonnêteté et que un monde en fait anxiogène, etc. Donc je me suis dit non, je vais choisir un chemin que ma fille verra naturellement et qui sera quelque part un exemple pour elle-même. Vraiment, je suis partie de ce concept-là. Après, dans ma vie, je me suis dit, bon, ma fille, elle a 13 ans. Dans 5 ans, ça sera une femme. Donc, si je veux passer du temps avec elle, si je veux faire en sorte que l'adolescence soit une période agréable et accompagnée avec sa maman, c'est maintenant qu'il faut que je me bouge. Et à côté, j'avais ma mère qui avait des problèmes de santé très, très récurrents. Donc, elle avait fêté ses 85 ans. Et je me suis dit, punaise, mince, hein, je sais pas, dans quelques années, elle sera plus là. Donc, si je veux passer du temps avec ma mère, avec ma fille, si je veux transmettre des valeurs de sérénité financière et d'éducation financière à ma fille pour qu'elle devienne indépendante, c'est now. Yeah, Je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut que je bouge, c'est maintenant qu'il faut que je construise les piliers d'une vie financière sereine. C'est pas dans 4 ans, c'est pas dans 10 ans, mhm, parce que le temps, il n'est pas extensible. Donc ça a été pour te dire que parfois, en fait, c'est les embûches et c'est les prises de conscience et c'est les introspections qui te secouent et qui font que ben, c'est là que tu te dis, ouais, bon, il faut que je change quelque chose. Et c'est ça qui t'amène, en fait, en tout cas moi, qui m'a amené du coup vers un nouveau chemin. Parce que ben, j'ai négocié avec mon employeur. Bon, ça fait plus de 10 ans que je suis dans la grande boîte agroalimentaire où j'ai des responsabilités élevées en marketing et en commercial. Et donc, c'est là où j'ai négocié avec mon employeur pour lui dire, bah, pour mon équilibre de vie personnelle, j'aimerais basculer vers plutôt un statut de consultant pour vraiment mieux profiter de la vie. Alors bon, il n'y avait jamais eu cette demande-là, en tout cas au boulot, surtout à ce type de niveau de poste, mais il a compris et d'ailleurs je l'en remercie. Et du coup, j'ai changé ma manière de fonctionner, j'ai changé ma manière de travailler au quotidien et je suis vraiment plus épanouie. Et ce qui est étonnant, c'est que, enfin c'est étonnant, en même temps tu vas me dire c'est naturel, c'est que je délivre un résultat qui est, à mon sens, qui est nettement plus fructueux qu'avant. mhm. Parce qu'avant, j'étais dans un schéma, si tu veux, où tu as des heures, et puis, bon, bah, tu fais tes heures, mais tu fonctionnes un peu de manière machinale. Alors que, en tant que consultant maintenant, j'ai cette obsession, on dirait, de l'optimisation, plus vraiment de l'efficacité, mais de l'efficience. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux délivrer en termes d'idées, en termes de concepts, pour que ça soit beaucoup plus puissant. Ça a été vraiment un autre mindset. Et donc, ben là, ça fait un peu plus d'un an, du coup, que je travaille en tant que consultant, toujours pour la même boîte, avec des champs d'intervention qui sont différents. Mais je ressens pleinement cet épanouissement. Bon, au début, c'était pas facile, hein, parce que quand ça fait 20 ans que tu es salarié et que tu as un certain rythme, et que là, du coup, tu dois délivrer beaucoup plus, mais avec de la flexibilité, en gérant aussi ce qui se passe à la maison, ce serait mentir de dire que c'est facile, mais c'est une adaptation. Mais je dirais que tu en ressors, je dirais, grandi avec une satisfaction qui est inégalée et surtout avec la sensation que tu as fait le bon choix pour toi-même et pour les tiens. Mhm. Mais tu n'avais pas
peur financièrement parce que, en fait, quand on est salarié, on a cette stabilité, le salaire, il tombe tous les mois. Et il y a beaucoup de gens, enfin, au-delà d'aller vers l'entrepreneuriat pour faire quelque chose de totalement différent, mais juste le fait de basculer de salarié expert à consultant expert, donc c'est-à-dire exercer la même chose mais sous un autre statut, c'est-à-dire être son propre patron, être freelance, etc. Ça fait peur aux gens parce que il y a un côté déjà administratif, hein. Alors je ne sais pas comment c'est à Madagascar, mais en tout cas en France, il y a beaucoup de choses à faire d'un point de vue administratif. Oui, 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 Et oui. puis ben ça fait peur de se dire ben en fait si je ne travaille pas, si j'ai pas de clients entre guillemets, ben demain il y a rien qui rentre. C'est pas comme avant où tac, ching 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 tous les mois. C'est clair. Alors moi je dirais, moi je suis plutôt de la théorie qui pense que ça se prépare. Mhm, Je ne fais pas partie de la team qui se dit, bon, allez, je veux aller dans une autre direction, donc je brûle les bateaux et puis j'y vais. mhm, Je fais pas partie de cette team-là. Je pense que les choses se préparent. Et c'est vrai que l'un des déclics aussi, c'est que je venais de terminer ma maison. Donc, je me suis dit, bon, allez, au pire, j'ai un toit, j'ai mon potager. Donc, au pire du pire, voilà, j'ai quelque chose. Mais finalement, je dirais l'exercice à se poser comme question, c'est vraiment aller au bout du bout du pire scénario. Parce que finalement, le pire scénario, il sera toujours acceptable. Donc, imaginons, donc voilà, tu quittes ton boulot de salarié et tu te dis, bon, ok, j'ai ce client-là. Mais si j'ai pas ce client-là, et si j'ai plus aucun client, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, là, tu vas te dire, bon, ben, ça veut dire que peut-être que je vais m'ajuster au niveau de mon offre, ou peut-être que je vais devoir faire mes prospections autrement. Ok, et si je m'ajuste par rapport à mon offre, quels seraient les impacts? Bon, bah, ça veut dire qu'il faut que j'acquière quand même des compétences, il faut que j'ajuste aussi. Et au pire du pire, en fait, ça ne fait que te pousser à avancer, mais autrement. Et souvent, quand tu envisages le pire du pire du pire du scénario, bah, tu te rends compte en fait que bon, ouais, c'est pas la mer à boire quoi. Si ça se trouve, bon bah tu vas habiter chez ta sœur pendant 3 mois. Si ça se trouve, bon bah tu vas peut-être faire attention à tes dépenses quotidiennes un peu plus qu'avant. Si ça se trouve, bah en fait, tu auras effectivement peut-être des petites déconvenues. Mais quand mentalement tu auras accepté que le pire du pire des scénarios, finalement, c'est pas la mer à boire, et que en parallèle, tu visualises toute la satisfaction que tu peux avoir par rapport au choix que tu as décidé, et ben franchement, tu te sens bien dans tes baskets et ça te permet de te lancer. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est quelque chose qui se prépare. mhm. Je pense il faut pas claquer la porte et partir du jour au Mhm. lendemain. Moi, bon, j'ai eu la chance, je disais, ça faisait 10 ans que j'étais dans la même boîte. Donc, je dirais que ben, tu as un petit matelas financier par rapport, parfois, ben voilà, là, il y a des plans d'entreprise, etc. J'avais la chance enfin la chance, hein, j'avais eu le projet de terminer ma maison, donc j'ai terminé ma maison, donc ça m'a permis d'arriver à une certaine sérénité. Mais l'accélérateur, ça a été vraiment la prise de conscience que si je prenais pas la décision maintenant, c'est quelque chose que j'allais regretter en fait pour les prochaines années. Et je ne voulais surtout pas vivre avec ces regrets. Ok, je vois, je vois. Et donc du coup, aujourd'hui, tu as cette activité de consultante. À côté, tu as un side project Ouais, avec ton blog, mais tu as aussi des ouais, investissements IMO et tu fais du Airbnb. Pourquoi? Alors je ouais. commence à avoir la réponse, mais je vais quand même poser la question. Pourquoi aujourd'hui avoir tous ces à côté si finalement, bah, en tant que consultante, tu as le même client que tu connaissais déjà en tant que salarié, pourquoi avoir mis ça en place, tout cet écosystème à côté? Alors,
C'est arrivé assez naturellement, parce que, je dirais, c'était finalement une question d'optimisation à la base. Donc, je te disais que ma mère a des soucis de santé et je me suis dit, bon, il faut que je sois pas loin d'elle. Donc, sachant que moi, je suis fille unique, donc j'ai j'ai l'entièreté de la responsabilité et de l'accompagnement de ma mère. Donc, je me suis dit, il faut pas qu'on soit loin l'une de l'autre. Et donc, on avait construit des appartes pas loin l'un de l'autre. Et puis, en fait, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, mais attends, donc tous les soirs, chacune va manger chez elle. Euh, les courses, je vais faire les courses chez elle, mais on va mettre dans deux frigos différents. Enfin, et je me suis dit, en termes d'optimisation, c'est pas génial. Mais en même temps, moi, j'avais pas envie de vivre H24 avec ma mère parce qu'elle a ses copines, elle a ses activités. Moi aussi, j'ai ma vie de quadra, donc il fallait que chacun ait son propre coin. Et c'est là où je me suis dit, mais pourquoi pas faire en sorte que, sur les périodes où on a nos trucs prévus, par exemple, on reçoit des amis, on a des choses comme ça, chacun a son propre appart. Mais sur les périodes où il n'y a pas ce mode de fonctionnement-là, on met l'appartement en location. C'est arrivé comme ça, en fait. C'est vraiment dans une logique d'optimisation. Mais c'est vrai que quand tu es dans une logique, c'est vraiment en fait une philosophie de vie. Quand tu te dis que ce que tu veux mettre au centre de ta vie, c'est les choses qui sont importantes pour toi. Donc moi, en l'occurrence, c'est ma famille, c'est du temps que je peux avoir pour moi, ce sont mes passions, toutes ces choses-là, je veux mettre ça au centre de ma vie. Et ben, tu construis tes activités pour que tes activités soient au service de ce qui est le plus important pour toi et pas le contraire. Donc c'est comme ça en fait, c'est cette logique d'optimisation là que j'ai poussée en me disant ok, bon mon temps il est comme ça, mes ressources financières sont comme ça, est-ce que c'est toujours au service de ce qui est le plus important pour moi dans ma vie? Qu'est-ce que je peux ajuster qui finalement n'est pas important pour moi et pour lequel finalement je dépense des choses inutilement quoi. Donc je dirais, c'est une philosophie de vie, mais la première chose, c'est de prendre conscience de ce qui est important pour soi. Mhm. Et ça, c'est propre à chacun. Mhm. Tu vas avoir des gens qui vont se dire, moi, c'est super important de vivre dans un appart de 200 mètres carrés parce que j'aime les espaces, je veux avoir de la forêt autour, etc. C'est super important. Il y en a d'autres qui vont dire, ah, moi, j'aime bien le côté nomade dans ma tiny house. Il y en a d'autres qui vont dire, moi, j'aime voyager. Chacun son truc. Mais il faut en prendre conscience. Et quand tu sens que c'est important pour toi, tu ajustes finalement les activités nouvelles que tu crées ou les activités que tu as déjà pour que ce soit au service de ce qui est important pour toi, pour que ça serve tes valeurs, pour que ça serve ton bien-être. Parce que finalement, c'est l'objectif. Hein. Oui, c'est super intéressant. Effectivement, c'est se trouver, trouver ce qui nous plaît en fait concrètement. Ouais, ça me parle tellement ce que tu dis. Ouais, ça me parle énormément. Ouais, ouais, ouais. Non, mais vraiment quoi. Mais je trouve que le souci, en fait, qu'on a, c'est que, en tout cas, la génération de ceux qui ont 30, 40 ans, les parents nous ont pas du tout transmis ce modèle de vie. Pas du tout. Et on est dans une période, du coup, où on se dit, ah ouais, finalement, oui, le bien-être, c'est vraiment important. Ah oui, la gestion des émotions. Ah oui, la liberté. Et on est en train de se réapproprier, en fait, ces valeurs qui nous font du bien. Et on essaie de trouver aussi le chemin pour transmettre ça à nos enfants. Donc on est, je dirais, entre deux gros Mhm. systèmes, hein, la génération de nos parents et puis nos enfants qui sont hyper connectés, hyper machin, et il faut qu'on arrive
le bon canal entre les deux pour nous aussi nous sentir bien dans notre propre époque avec les nouvelles règles et que on transmette à nos enfants ce qui est important pour nous. C'est vrai, en fait, on est un peu une génération hybride. En tout cas, moi, c'est mon ressenti aujourd'hui. Et je me dis, en Ouais, fait, que, en fait, on a connu l'ancien monde et on connaît le nouveau. Et mais pas le nouveau c'est comme ça. si, c'était extérieur. On arrive à le capter très bien aussi, mais du coup, Ouais, on est ouais, vraiment parfois, tiraillés entre les 2 en se disant: «Mais je fais quoi? Est-ce que je reste dans l'ancien monde, donc la sécurité absolue entre guillemets, en sachant que ce n'est pas une mauvaise chose, hein, c'est ça, et ou est-ce que je bien je sûr, je vais vers, ce bien-être, l'épanouissement et donc ça passe peut-être par un autre modèle et de voilà, ouais, c'est plein de questionnements, effectivement, effectivement. Et en même temps, on complètement. peut pas s'en empêcher parce que je pense, hein, toi comme moi, qu'on fait partie des générations où nos grands-parents ont peut-être été dans la survie, nos parents ont réussi à vivre en s'élevant, en Exact, devenant, en exactement, rentrant notamment dans le fonctionnariat ou toute autre fonction, très sécure. Et donc nous, exactement. on se dit: «Ben, en fait, ils se sont aussi sacrifiés pour nous». Toi, en te mettant peut-être Oui, en lycée oui, oui, privé et oui, cetera, tu complètement. vois? Mais ce sont des sacrifices Exactement, et nous, on est là: «OK, merci, exactement, mais non merci». exactement. Mais je sais, il y a un, comment on appelle ça, un riche homme d'affaires qui a été interviewé au Moyen-Orient, enfin c'est une petite histoire, hein, mais lui, donc il disait que de son époque, lui, il y avait les chameaux, quoi. Il n'y avait pas de voiture et que il a construit sa fortune et sa richesse petit à petit avec comme fondation des difficultés, parce que ce sont les difficultés qui amènent à progresser. Et donc il expliquait que bon moi j'étais sur des chameaux. Après j'ai eu mon fils qui a eu une 4x4, qui a une vie plus facile, mais qui fondamentalement n'a pas beaucoup plus construit et érigé plus que moi. Et puis maintenant, il y a mon petit-fils qui est en Lamborghini dans une super villa. Et du coup, il s'est dit bon mon petit-fils, lui, il profite, mais il n'a pas forcément l'esprit de construction, mais plus d'entretien. Et donc, il se posait la question de se dire bon c'est quoi le mieux finalement dans le schéma. Et c'est vrai que c'est toute la question de se dire bien sûr, on a envie de faciliter la vie à nos enfants parce que euh, ils doivent, je dirais, profiter aussi du parcours et d'un certain héritage qu'on leur Mmh. transmet. Mais en même temps, il faut leur laisser leurs propres défis, leurs propres expériences, parce que c'est comme ça qu'on va les laisser grandir. C'est pas en leur imposant un schéma de pensée, c'est pas en leur imposant une vision unilatérale du monde qu'on va les aider. Mmh. Il y a un dicton où je pense qu'il est basé sur une expérience qui parle de richesse générationnelle, qui dit que la première génération construit, la deuxième génération gère, en termes de gestion pour continuer à faire fonctionner l'entreprise et la troisième génération dilapide. Voilà. Bah ouais, mais ça rejoint exactement la petite histoire de cet homme riche du Mmh. Moyen-Orient Mmh. qui avec son chameau, mais Voilà, c'est c'est un ça, peu ça, mais c'est bon ça. voilà. Du coup, d'où la nécessité, je dirais, de transmettre à nos enfants l'éducation Mmh. financière. Et je pense que d'un côté, je pense qu'il y a deux, il y a deux piliers. Déjà, montrer que bon, l'argent c'est pas mal, c'est quelque chose qu'il faut comprendre Mmh. et on doit transmettre les techniques de comment on gère l'argent, comment on épargne, comment on investit assez tôt finalement. Donc il y a ce pilier-là aussi. Et puis d'un autre côté, euh, le style de vie qui correspond aussi à une gestion saine de l'argent. Mmh. Euh, à Madagascar, par exemple, euh, nous, on est beaucoup dans le recyclage.
dans l'anti-gaspillage. Et c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre très tôt à ma fille. Le fait, par exemple, si tu veux, on jette jamais de nourriture. Parce qu'on sait que ben, on est dans un pays où beaucoup n'en ont pas. Donc, ça veut pas dire que, alors là aussi, ça veut pas dire qu'il faut absolument terminer son assiette, même si on en a plein, mais donc il faut faire attention. Et ben, au lieu de jeter la nourriture, et ben, on la transforme. Ben, des légumes sautés, ben, on en fait une nouvelle soupe. Une tarte. Des petites choses, on les transforme en quiche, voilà. Mhm. Ici aussi, tu verras, par exemple, c'est le temple des friperies. Mhm. On a 95% de friperies pour s'habiller. Donc, je sais que dans les pays asiatiques, par exemple, c'est bah, dans un pays comme Singapour, c'est inconcevable les Oui. friperies. Mais ici à Madagascar, c'est assez courant. Et moi-même, enfin, je m'habille voilà, à 80% en friperie. Alors c'est par conviction parce que je trouve que c'est un peu écolo aussi quelque part hein, de pas être dans la surproduction. Et puis bah, ça fait du bien au portefeuille. Donc moi j'essaie plutôt de sensibiliser ma fille sur voilà sur l'anti-gaspillage, sur essayer de aussi préserver la planète en général. Donc ben voilà, ça passe par ben, ta serviette, ben, tu la sèches à l'air, tu attends qu'elle soit sale et tu t'en changes pas tout le temps. Ton dressing, ben, quand il y a des habits qui te vont plus, ben, tu les donnes ou tu les vends pour te faire de l'argent de poche. C'est toute, je dirais, cette éducation entre comment on fait de l'argent, comment faire de l'argent notre ami, comment bien investir, et à côté, dans ton style de vie, quels sont les ajustements que tu peux faire pour que ça soit un mode de vie qui te ressemble, qui respecte la planète et qui respecte tes valeurs. Et j'essaie de naviguer, on va dire, entre ces deux piliers. Alors, c'est pas facile tous les jours, mais c'est la chance, je dirais, d'être biculturel, d'avoir aussi, de pas être dans la surconsommation, quoi. Mhm. Oui, parce que quand tu dis éducation financière aux enfants, tu vois, moi, j'ai pas tout de suite pensé au style de vie, à l'anti-gaspillage, etc. J'ai vraiment pensé aux chiffres, au fait de leur apprendre déjà à faire un Excel, à peut-être un jour regarder c'est quoi la bourse, etc. Mais effectivement, ça, c'est toujours dans une Complètement. logique de consommation. Et ouais, Exactement. ouais, c'est bien, bien. Exactement. Parce que au final, en fait, bah, d'ailleurs, les études le montrent, hein, et c'est ce que je disais un peu plus tôt dans notre intervention, c'est que à un certain niveau de revenu, finalement, tu n'augmentes pas ta satisfaction en gagnant un peu plus d'argent. Et bah, même on peut le voir, tu sais, avec bah, nous qui sommes dans le blogging, les influenceurs, etc. Beaucoup se disent, tu vois, ils se donnent une target en disant ouais, moi je veux faire 500 000 euros cette année, c'est ma target. Ils en font une obsession, ils en font un moteur. Et puis ils se disent que quand ils vont avoir 500 000 euros, en fait, ça va changer leur vie. Sauf qu'ils se réveillent le lendemain des 500 000 euros et puis ils se disent ah ben mince, en fait, il n'y a rien qui change. Mhm. Donc qu'est-ce que je vais faire? Allez, je vais vers le 1 million d'euros. Mhm. Et finalement, c'est une course tout le temps effrénée Mhm. qui n'a pas de sens en réalité. C'est vrai. Parce que courir après des chiffres, ça ne sert pas ce qui est important pour toi. En tout cas, c'est mon point de vue. Mhm. C'est bien de se dire, de se motiver, d'avoir une visualisation sur, OK, tiens, je veux atteindre tel chiffre, mais il faut toujours, à mon avis, le balancer avec une satisfaction personnelle que tu trouveras dans ta vie. Mhm. Je vais atteindre 500 000, et je sais qu'en parallèle, ben, je vais mieux servir ma communauté. Je sais qu'en parallèle, je vais avoir une liberté qui va être beaucoup plus profitable pour mon mode de vie. Je sais que je vais pouvoir m'offrir une expérience, un voyage que je vais pouvoir partager avec mes amis. C'est toujours à associer, en fait, Mhm. avec quelque chose qui te nourrit profondément au quotidien.
Donc c'est ce que j'essaie de faire avec ma fille, c'est-à-dire vraiment les bases de l'éducation financière, mais à associer avec un vrai lifestyle qui respecte déjà, qui la respecte elle-même, qui respecte ses propres valeurs et qui respecte la planète. Je pense que c'est essentiel. Mhm. Ouais, je comprends, je comprends. Euh, on a parlé de tellement de choses intéressantes, mais j'aimerais revenir à peut-être de la data. Bon, je sais que t'es pas économiste, hein, mais vraiment par rapport à Madagascar, maintenant que toi, tu as les deux côtés, tu as les deux visions en toi, aujourd'hui, quand même, moi, ce que j'ai pu regarder sur Internet, c'est que il y a un coût de la vie qui est quand même, en tout cas, le salaire mensuel moyen est beaucoup plus bas. Qu'ici, je pense qu'on est aux alentours de le SMIC, c'est 50 euros à peu près, je crois, ou quelque chose comme ça. Peut-être que je, Voilà, c'est ça, c'est 50 à peu euros. Ouais, près. En ouais, ouais, France, ouais. surtout en ce moment, on est en pleine élection législative où on essaye d'augmenter de tous les côtés le SMIC. Tu vois, je me dis, mais comment on fait dans ces cas-là quand on sait qu'on a un coût de la vie qui est 50% moins important qu'en France en règle générale, qu'un SMIC qui est beaucoup plus bas. Ça ne veut pas dire que le coût de la vie est nécessairement moins cher, hein, je tiens à le dire, pour avoir vécu par exemple en Inde, oui, il y a des choses qui sont moins chères, mais il y a les loyers restent chers. C'est, tu vois, il y a quand même des choses à prendre en compte. Comment on fait en fait pour se construire? Je dis pas que c'est ton cas à toi, je dis juste en règle générale, est-ce que tu as pu observer quelque chose par rapport à ça, dans le rapport à l'argent à Madagascar? Oui. Alors je dirais il y a plusieurs choses. C'est que déjà, donc si on prend les éléments un par un, donc par exemple, si on a 50 euros, comment on fait pour se loger correctement? Mhm. En général, on est dans une cohabitation transgénérationnelle. Ok. Donc c'est-à-dire que les gens vivent chez leurs parents et parfois en fait avec leurs grands-parents. Tu as une maison où en fait voilà quoi, il y a 20 personnes qui y habitent et tu as plusieurs personnes dans une pièce. Mhm. Donc c'est pour ça, si tu veux, que au moment du Covid, quand les pontes spécialistes occidentaux te disent mais non, il faut vous isoler, bah forcément nous on rigole, hein, on se dit bah ouais, mais tu veux t'isoler, mais quand on est 20 à la maison, comment tu veux faire quoi? Donc concrètement, déjà, on est dans une cohabitation transgénérationnelle ou alors on est dans une colocation avec plusieurs personnes. On a un confort de vie qui est très différent. À l'occidental, forcément, tu as l'eau, l'électricité, tu as le chauffage en hiver, tu as le réchaud pour faire à manger, le frigo et tout ça. Quand tu as 50 euros par mois, c'est le système D. Déjà, généralement, tu n'as pas d'eau et pas d'électricité chez toi. Mhm. Donc, comment tu fais? Tu te réveilles à 4 heures du matin pour aller chercher l'eau à la borne fontaine municipale. Mhm. Tu as des ampoules rechargeables. Mhm. Tu utilises des batteries. C'est le système D. Mhm. Comment tu fais pour manger le soir? Ben, généralement, il y en a beaucoup, en fait, en sortant du boulot, ils mangent en snacking dans la rue avant de rentrer chez eux pour éviter d'avoir à chauffer du charbon ou à Mhm. avoir acheté le gaz, etc. Donc, qui fait que quand ils rentrent chez eux, ben, ils se lavent si ils peuvent avoir de l'eau et puis ils se couchent, quoi. Mhm. Donc, c'est vraiment très rudimentaire. Mais ça ne veut pas dire, je dirais, que ce sont forcément des gens qui sont malheureux. Vraiment, j'invite les gens à faire une expérience une immersion, on va dire, d'une journée ici dans les marchés, dans les endroits qui grouillent le plus, et de faire une expérience parallèle dans un métro de Paris, et de me dire après qui est la personne la plus heureuse. Parce qu'ici, les gens, ils ont le smile, en fait. Mhm. Ils ont le smile et je dirais que, allez, 60% de leur richesse, c'est, ben, ils en retirent des relations qu'ils ont avec les gens. C'est un mode de vie, finalement, qui est différent. Mhm. C'est juste ça, en fait.
Et autant nous, par exemple, on fait les courses, on va dire, allez, une fois par semaine, on va faire les courses dans une grande enseigne et puis on bourre notre frigo, notre congélateur, on fait du batch cooking pour s'organiser, etc. Et ben ici, il fonctionne différemment. C'est-à-dire que tu vas dans une épicerie, tu achètes ton huile à la cuillère. À la cuillère. Je veux 2 cuillères, s'il vous plaît. OK, OK. Voilà, je veux 2 cuillères, s'il vous plaît. Tu veux te laver les cheveux, tu achètes ton shampoing en dosage individuel. Mmh. Tu achètes à manger, et ben tu achètes la portion dont tu as besoin. Mmh. OK. Donc c'est plutôt, on va dire, une économie journalière. Tu es pas là à faire Mmh. tes courses pour une semaine. Tu es vraiment dans une économie journalière où tu achètes au jour le jour ce dont tu as uniquement besoin. Mmh mh. Donc quelque part, effectivement, c'est compliqué parce que tu peux pas projeter de grands projets, d'être dans une économie journalière. Et puis, bon, bah, si tu as une tuile, si tu es malade, etc., bah, c'est pas évident. Donc c'est toute une manière de penser qui est différente. Mais je dirais qu'il y a aussi ses avantages parce que on n'est pas dans le gaspillage, on n'est pas dans le déchet, on utilise uniquement ce dont on a besoin. Et quand tu réfléchis, quand tu vas chercher de l'eau dont tu as uniquement besoin pour te laver, pour manger, pour nettoyer, fais le comparatif. Ben, combien un occidental en litres d'eau il utilise par jour? Je sais pas, on doit être à, Beaucoup, beaucoup je sais trop. pas, à 150 litres par jour ou un truc dans le genre, quoi. Et c'est vrai que Mmh mh. moi, si tu veux, dans mon enfance, j'ai appris, nous, on n'avait pas d'eau chaude courante, Mmh tu mh. vois? Et on réchauffait notre eau dans une casserole, Mmh mh. tu vois? Et donc, on disait, quand tu avais envie de faire un shampoing et une douche, et ben, tu réchauffais 2 casseroles. OK. OK. Et donc, tu as la casserole que tu mets dans un seau, tu rajoutes de l'eau froide et puis tu as un espèce de pichet avec lequel, tu te laves et finalement, bah, punaise, mais tu apprends, hein, il y a des techniques pour se laver avec moins d'eau, il y a des Mmh mh. techniques, Mmh mh. en fait, il y a une solution à tout, c'est juste un mode de vie et parfois c'est un choix, parfois c'est un non-choix, bien Mmh entendu. mh. Mmh mh. Mais ici, on est vraiment dans le système D. Mmh mh. Et je dirais que ça amène aussi beaucoup de créativité, quoi. Mmh mh. Tu vois? Je veux dire dans les pays occidentaux, ben, en fait, les enfants, il y en a beaucoup qui sont rivés sur leur téléphone et qui sont entourés, je dirais, d'une multitude de jouets et qui font, ben, par exemple, on arrive Noël, il faut faire la liste. Enfin, c'est vraiment beaucoup dans je dirais, dans l'abondance matérielle. Mmh mh. Je ne fais pas de jugement. Ici, par exemple, moi, j'ai fait le choix avec le père de ma fille de n'offrir qu'un cadeau à Noël Mmh mh. d'associer cette période de fin d'année plutôt à du don pour les personnes qui sont dans le besoin. Euh, et c'est une valeur que j'ai envie de transmettre. Encore une fois, je mets pas de jugement du style ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est mon choix, c'est mon propre choix et c'est ce que j'ai envie de transmettre à ma fille. Mais je dirais que la, le retour au pays m'a un peu réveillée pour revenir sur des basiques et pour apprendre à faire plus avec moins. Donc c'est vrai que, tu vois, en ce moment, tu as une tendance, enfin c'est pas une tendance, mais c'est une vraie philosophie du minimalisme dans la manière de vivre, dans la manière d'aménager. Nous, en fait, le minimalisme, on a été un peu éduqués à ça. Donc c'est un peu, je dirais, quelque chose de plus ou moins naturel, quoi. Bien que maintenant, bah, on a des travers de personnes qui ont réussi et qui, du coup, veulent être dans l'accumulation. Mais je dirais, le malgache, dans son être le plus profond, c'est quelqu'un, en fait, qui vraiment se suffit de lui-même avec peu, c'est un être qui est très spirituel, Mmh mh. qui est très connecté à la nature. Mmh mh.
et qui ressent en fait de l'abondance, rien qu'en se sentant vraiment connecté à son univers naturel, rien qu'en sentant des relations en fait énergisantes et positives avec son entourage. Ouais, c'est vrai que ça aussi, tu en parles, hein, de cette vie riche spirituelle qui, on le précise, ça n'a rien à voir avec la religion, c'est vraiment le fait d'être connecté au monde, à la nature, à l'univers, etc. Et oui, quoi, c'est vrai que l'abondance matérielle peut-être déconnecte au bout d'un certain moment des choses essentielles. Et t'en parlais notamment, enfin, je veux pas spoiler tout l'article, mais il était tellement bien. Tu racontais une histoire avec ta mère qui était scientifique, qui était partie en road trip avec son équipe. Et ils avaient rencontré un homme de 60 ans Yes, yes. qui était en symbiose avec son environnement, malgré une pauvreté extérieure, financière. Il était dans le don. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Mm. Bah, donc, il était dans une petite case au fin fond de la campagne, et donc ma mère qui était scientifique, qui était venue avec l'équipe, bah, avait trouvé cette maison en fait au milieu de rien, et ils avaient déjà marché depuis des heures. Et donc quand ils ont trouvé cette petite case, ils se sont dit bon bah on va voir qui habite dans cette maison, et on va peut-être pouvoir faire une petite pause là. Et donc ce vieil homme qui voit l'équipe scientifique se dit waouh, c'est génial, bah, je suis au milieu de nulle part, mais je reçois la visite de personnes qui viennent de loin, rien que pour voir l'endroit où j'habite. Et donc, ben, sa case était vraiment vide. En fait, il avait rien. Il a invité donc l'équipe de scientifiques à s'asseoir dans la case. Et donc, ils ont commencé à discuter. Et on lui a demandé, ben, lui, donc, bah, il était chétif, bah, sa case, bah, il y avait rien, quoi, hein. Il y avait quasiment rien. Et on lui demandait, et alors, racontez-nous votre vie, comment ça se passe? Et là, très digne, très authentique, moi, je suis un homme heureux. Je suis un homme heureux parce que tous mes enfants sont encore vivants. J'ai une femme qui est fidèle. Je suis dans un endroit qui est magnifique. Je me réveille. J'ai les rizières autour de moi. J'ai un beau soleil. Il pleut juste suffisamment pour faire planter ce dont j'ai besoin. Et, euh, et, euh, et je ressens de la gratitude. Alors que le mec, il avait rien, quoi. Donc là, l'équipe de scientifiques, waouh, etc. Et là, il avait juste un petit pot de miel qu'il avait gardé dans un coin de la maison. Et il a dit, ben, pour fêter cette rencontre, je vous invite à partager ce petit pot de miel. Donc le gars, il avait rien, mais ce qui le rendait heureux, c'était encore de partager la seule chose qu'il avait dans sa petite case avec l'équipe de scientifiques. Et bon, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Mm. Moi, ça m'a rappelé en fait des différents séjours où je me suis dit qu'effectivement, on était parfois un peu gâtés et sans s'en rendre compte, tu vois, parce que on avait tout à proximité, on ne voyait pas l'essentiel. Et quand tu vas dans des pays où c'est pas le cas, tu te dis waouh, c'est une belle claque que tu prends et une belle remise en cause aussi derrière. Et tu te dis Yes. ok, donc en fait, eux, ils sont quand même hyper heureux. Ils arrivent à jouir de la vie alors que moi, avec tout ce que j'ai, tout ce qu'on m'a dit que je devais avoir, ben il y a encore quelque chose qui va pas. C'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est Élise, c'est super intéressant. Alors, comment je pourrais dire ça? Là, Je vois que le temps est vite oui, passé c'est là. ça en fait. Je me dis, oh là là, il y a peut-être un épisode 2 à faire, on verra. On verra en fonction. Mais oui, mais quand c'est enrichissant, on ne voit pas le temps passer. C'est ça qui est intéressant. Et je me dis, est-ce que tu... En tout cas, j'espère que les auditeurs ont autant de plaisir que toutes les deux à échanger et à découvrir. Bah oui, en tout cas pour moi, c'était un plaisir parce que ben, c'est des discussions qu'on n'a pas forcément eu d'aller aussi loin et tout. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi le podcast comme format. Et alors je me disais,
avant de conclure, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais rajouter ou est-ce que tu penses que tu as fait le tour de tout ce que tu avais envie de dire aujourd'hui? Euh, non, en fait, si j'ai un petit message à transmettre, c'est de prendre le temps de se connaître et de prendre soin de soi-même, parce que l'épanouissement, il part de là. Et, euh, voilà, il faut pas se comparer non plus. Chacun a son chemin de vie. Et quand on arrive, en tout cas, à trouver sa petite lumière en soi, eh ben, il faut la préserver et il faut continuer à briller. C'est beau ce que tu dis. C'est beau ce que tu dis. Alors, on va terminer par 3 questions. Si demain on te disait que l'argent n'existait plus, qu'est-ce que tu ferais? Qui serais-tu? Si demain l'argent n'existait plus, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que tu peux Ben, je sais pas, je pense que je changerais rien. OK. Je continuerai à faire la fête. Moi, j'adore faire la fête, j'adore voyager, j'adore manger. Donc, si l'argent n'existe pas, eh ben, je ferai du troc avec mes proches. Et puis, ben, la vie continue, hein. Voilà, je continuerai à passer du temps vraiment avec ce que j'aime. Et puis, j'essaierai de me réinventer pour trouver le chemin qui continue de m'épanouir. Je pense que ça, voilà, ça changerait pas grand-chose. OK, OK. Deuxième question. Éducation financière, pour ou contre, en famille ou à l'école? Alors, franchement, alors là, je suis pour. L'éducation financière, pour moi, ça devrait être une matière comme les maths et le français, quoi. Je trouve qu'il y a des choses à l'école qui manquent vraiment sérieusement, notamment apprendre la gestion des émotions. Je trouve que c'est quelque chose qu'on n'a pas eu, nous, et que nos enfants devraient avoir. Donc, des compétences comme la gestion des émotions, l'éducation financière, la communication et notamment la prise de parole en public. Je pense que c'est des choses, des compétences qu'il faut avoir. Et pour moi, la plus grande des compétences, hein, et qui est la compétence en fait de maintenant et des prochaines années, c'est apprendre à apprendre. Ah, intéressant. Pour moi, c'est la compétence majeure, apprendre à apprendre. Parce que, en fait, le schéma de l'école actuelle, finalement, c'est un schéma qui date un peu de l'après-guerre avec des savoirs qui sont standards et qui font pas forcément attention à quel est ton profil d'apprentissage, pourquoi c'est important Mmh. d'apprendre ça, etc. Je trouve que c'est un... Et pourtant, le monde qui est à venir, c'est un monde où on aura besoin de créativité et d'adaptation. Mmh. On voit, ça fait 2 ans que on nous envoie de l'intelligence artificielle partout, tu vois. Et les intelligences artificielles, elles sont calées sur le fonctionnement de l'humain standard. Donc, dans les années à venir, c'est qui va pouvoir sortir un peu par le haut? Ben, ce sont les personnes qui sauront s'adapter, qui sauront créer autrement et qui sauront apprendre rapidement et à transformer ces apprentissages en actions intelligentes. Donc vraiment, apprendre à apprendre, pour moi, c'est une compétence très importante. Et l'éducation financière, pour moi, c'est une matière mais à, à mettre au programme. OK, OK, intéressant. Je suis pour aussi, hein. Super intéressant ce que tu dis. Et pour finir, quels sont tes projets futurs et où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te suivre? Yes, donc ben, comme je disais, moitié de ma vie, je suis consultante et l'autre moitié, pour l'instant, ben, je le fais plus vraiment par passion. Donc, je suis créatrice du blog optimismecool.com où j'accompagne les parents, où je partage des astuces et des conseils pour une parentalité optimiste et cool pour les enfants atypiques.
Donc, les enfants atypiques, ce sont ceux qui ont des troubles de l'attention, des troubles d'apprentissage, donc tout ce qui est trouble 10 par exemple, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. J'aborde aussi les troubles du spectre de l'autisme, les hauts potentiels, ceux qui sont hypersensibles, tout simplement parce que ma fille l'est. Donc, ma fille est une enfant atypique et on a trouvé, je dirais, des techniques pour avoir un quotidien plus apaisé. J'ai envie de partager ça avec les parents et justement avec l'approche, je dirais, biculturelle qui nous ramène vers des choses plus simples en fait, parce que honnêtement, à Madagascar, il n'y a pas toutes les aides financières, tout le parcours de soins, tout ce qu'il y a. Et pourtant, bon, bah, on arrive quand même à s'en sortir. On a très peu de... Enfin, je sais pas, les orthophonistes, on doit en avoir, allez, 7 pour toute l'île, pour 30 millions d'habitants. Donc on fait avec un système D et on se recentre sur ce qui est important, sur ce qui est essentiel. Et c'est aussi le message en fait que j'ai envie de laisser aux auditeurs, de se concentrer sur ce qu'on a déjà pour l'optimiser. Pas toujours chercher à focaliser notre attention sur des choses qu'on aimerait avoir, mais prendre conscience de ce qu'on a et faire différemment avec pour plus de liberté et pour servir nos valeurs. Ok, je vois, c'est top, c'est bon, c'est beau ce que tu fais. Et ben écoute Élise, je te remercie pour cette discussion qui a été hyper riche et j'espère que tu as apprécié. C'est moi, c'est moi, c'est moi, je suis trop ravie. Ben, Bah, j'espère surtout que les auditeurs vont apprécier, qu'on les aura fait un peu voyager, un peu réfléchir, qu'après ce podcast, ils auront la banane, que peut-être qu'ils se plaindront moins. peut-être. Mais l'idée, c'est effectivement de revenir à l'essentiel. Et ça, c'est un message fort, en fait, pour rester riche, peu importe notre situation, en fait. Donc, merci beaucoup. Et puis, ben, merci aux auditeurs et aux auditrices. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. J'espère vraiment que cela t'a plu. Pour une dose régulière d'inspiration, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et à me suivre sur les réseaux sociaux sous le pseudo Éléonore l'épicurieuse. Et surtout, pense à mettre 5 étoiles d'honneur pour que ton podcast vibre durablement et fasse écho au-delà des frontières. Par ailleurs, si tu souhaites en savoir plus sur mes accompagnements, tu peux toujours m'envoyer un message privé, un mail ou prendre rendez-vous avec moi via mon agenda. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes sur l'argent.